Le deuxième thème qui est assez largement présent dans cet ouvrage, c'est le cadre naturel de Petra et ses paysages qui eux aussi font la renommée de cette cité. Le site de Petra donc, est situé à mi-chemin entre le golfe d'Aqaba et la mer Morte, à environ 1000 mètres d'altitude, donc dans un fond de vallée de la région montagneuse d'Édom, à l'est de la vallée de l'Araba. Située donc entre des collines escarpées et des gorges très étroites, cette ville troglodyte est reconnaissable donc par sa roche, du grès aux couleurs multiples. Cette roche, elle est organisée en strates qui offrent parfois des déclinaisons de couleurs chatoyantes allant du jaune au violet en passant par le rose, renforcée par l'intensité de la lumière. Ainsi, la palette de couleurs de la roche de Petra accentue le charme de cette ville, puisqu'au fil de la journée, chaque monument évolue en fonction de la lumière du jour. Cette place de la roche dans l'architecture de Petra est bien mise en évidence dans le récit de voyage d'Émeric, et il va nous en lire un extrait en particulier. Comment ne pas méditer quelques instants à côté de sa tombe, juste à côté, devant la maison de Dorothéos? Il y a d'abord un jardin, un lit de pierres et de terre de cuivre, parsemé de lauriers roses aujourd'hui en fleurs. Le vert ici luit de partout. Et puis il y a l'ombre et le rouge des roches qui brûlent et qui s'éventent. Et puis le souffle de ces centaines de fleurs offertes en corymbe. Et la roche, enfin, le décor, cette muraille qui nous fait face, est bien celle du trésor, avec ses veines et ses camailleux de roses, rouges, corail, de pêche et de saumon, et ses violets, ses noirs et des blancs plus violents que les ocres jaunes du Der. Merci. Donc cette roche, elle est au cœur de la ville de Petra, aussi parce que la grande majorité de ces monuments sont creusés dans cette roche, mis à part quelques bâtiments du centre-ville, entre guillemets, qui sont des bâtiments construits en dur, et dont Pascal a déjà mentionné le Casralbit. À côté de la roche, un autre élément est très présent dans l'ouvrage, c'est l'eau. En effet, ce livre insiste beaucoup sur la place de l'eau dans la cité antique de Petra et sur l'ingéniosité dont ont fait preuve les Nabatéens pour alimenter en eau la ville. Je vais citer ici un autre passage de Petra s'égarer vers le ciel. Donc depuis l'autel, nous n'avons fait que descendre et nous enfoncer. La pente est faible, mais certaine. Et l'ombre est suffisante pour qu'il fût possible de drainer sur des kilomètres de l'eau sans que celle-ci ne s'évapore ni se perde entièrement. Ils étaient prodigieux, ces Nabatéens. En plein désert, ils avaient imaginé un système incroyablement sophistiqué de réservoirs et de petits canaux, tantôt pris dans la roche, tantôt suspendus, pour acheminer vers le centre de Petra l'eau de Moïse. Cette eau même qui sourd en amont de la ville, précisément du rocher qui, frappé pendant l'Exode, devint source et le resta. C'est cette eau qui a permis aux Nabatéens d'installer des jardins et de cultiver des plantes dans les environs. Je passe donc la parole à Charlène Bouchot, qui va maintenant nous parler de la végétation antique de Petra. Merci. Donc effectivement, dans le livre d'Émeric, il y a plusieurs mentions de plantes sauvages, de plantes cultivées. Moi, c'est forcément ce qui m'a fait écho, parce que je m'intéresse à ça pour mes recherches. Et pour illustrer ça, j'ai fait une sélection de photographies qui illustrent les plantes qui sont mentionnées dans le livre. Donc c'est toutes celles qui sont sur la gauche. Je vais avoir un torticolis si je fais ça. Vous m'entendez là comme ça? J'ai mis 2 photographies de laurier rose parce qu'il y a plusieurs mentions de cette plante et effectivement c'est une des plus jolies et celle qui attire le plus le regard quand on se trouve à Petra et en Jordanie par ailleurs. Donc c'est celle-ci en haut. Il est fait également mention de figuiers sauvages, alors c'est plus dans le Wadi Rum, mais
mais là on en trouve aussi à Petra, on en a vu dans la présentation précédente de Pascal Delfont, donc il y avait ces figuiers qui poussaient à Petra, et ici c'est une photographie d'un figuier qui pousse dans le cycle et qui est accroché dans la roche comme ça, qui a une sorte de fusion avec la roche. Dans le livre, il fait également mention d'un pistachier, et je pense que c'est la photographie exacte du pistachier dont il est fait mention, qui offre ombre aux voyageurs de passage. Donc là, on se trouve dans la ville basse, presque en face pas du Castelnutt, mais dans la ville basse. Donc c'est un énorme pistachier qui, je ne sais pas quel âge il a, mais il doit être assez vieux, et puis il permet beaucoup d'ombre. Et donc, il y a une description de fleurs. Alors je me suis demandé à quoi ça pouvait correspondre. C'était le passage que vous venez de citer, des fleurs en corinthe. Et je me suis demandé si c'était pas celle qui était là, qui représentait le feu sauvage. C'était des lauriers roses ou c'est celle qui était les... Ah d'accord. Ok. Moi je me disais, alors qu'est-ce qui pourrait correspondre vraiment botaniquement parlant à cette structure en corinthe? Le fenouil sauvage correspondait bien, mais bon, c'est... Et puis je vous ai mis également ici des photographies de plantes qui poussent encore actuellement à Petra et qui sont emblématiques, qui ne sont pas citées dans le livre, mais qu'on retrouve régulièrement. Le genévrier, qui est un arbre qui pousse sur les pentes arides. L'iris noir, qui est une plante aussi emblématique de la région. Pardon? Ah, je parle en plus dans le micro. L'iris noir, donc, on trouve à Petra et autour, et qui est vraiment une plante emblématique. Et puis le caprier sauvage aussi. Les fleurs de caprier sauvage sont très belles, donc je vous ai mis ces photos-là. Et donc, moi je suis archéobotaniste, donc je m'intéresse au reste de plantes conservées sur les sites archéologiques, et celui de Petra notamment. Et ce qui permet d'avoir une vision de la végétation passée et du rapport entre l'homme et les plantes, l'évolution de la végétation sauvage, mais également comment l'homme utilise les plantes. Et donc tout ça, j'étudie ces aspects-là à travers l'étude des restes végétaux qui sont sur les sites archéologiques. Et donc on a une vision assez biaisée. Et si on passe à la diapo suivante, je vous ai illustré ici les plantes que j'ai pu retrouver sur le site de Petra, et certaines. Et donc, vous voyez par exemple que le laurier rose, qui est très mentionné dans le livre, je ne l'ai pas du tout identifié sur le site archéologique, dans les dépôts archéologiques de Petra, et rarement par ailleurs sur les autres sites que j'ai eu l'occasion d'étudier. Le laurier rose, c'est un bois qui est assez peu utilisé. Alors, déjà, il n'est pas vraiment comestible, il a des substances nocives, ce qui le rend peu intéressant pour les animaux ou pour les hommes. Le bois, c'est un bois qui n'est pas très utile. Et puis, je pense une explication aussi peut-être plus simple, c'est que c'est très beau, et que peut-être qu'il y avait aussi un choix de ne pas utiliser cette plante. Et du fait de ce choix, on ne la retrouve pas dans les dépôts archéologiques, et moi je ne l'ai pas dans les échantillons que je peux étudier. En revanche, j'ai eu l'occasion d'identifier des plantes que l'on retrouve encore communément sur le site de Petra. Le figuier, par exemple, on retrouve énormément de restes de figues, alors soit sous forme des graines à les akènes, c'est ce qui croque sous la dent quand on mange une figue, ça on en retrouve beaucoup quand on échantillonne le sédiment archéologique. J'ai mis une coupe anatomique d'un bois de pistachier archéologique retrouvé sur une zone du site dont je vais vous parler par la suite. Et ça, du bois de pistachier, on en retrouve aussi énormément sous forme de charbon de bois, donc utilisé pour le feu, pour le bois de feu domestique probablement. Et puis une image du bois de genévrier qu'on retrouve aussi en grande quantité sur le site de Petra. Et
si on peut lancer. Voilà, moi à Petra, j'ai eu l'occasion de travailler sur le quartier des Alentours. Ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est une image en surplomb de la ville basse, donc la photographie qui est au-dessus. Et on voit le centre-ville de Petra, donc, qui était à l'époque la Baptême, habité par des milliers de personnes. Et j'ai eu l'occasion d'étudier les sédiments qui viennent d'une fouille du quartier des Alentours. Donc c'est le quartier résidentiel de la ville de Petra. Alors on a assez peu parlé de l'organisation de l'occupation à Petra à l'époque nabatéenne, mais François en parlera peut-être un petit peu après, un petit peu. Donc le quartier des Alentours, c'est un quartier résidentiel qui est occupé à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ et qui va être occupé jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Et vont se succéder des maisons sur différentes terrasses, des maisons plus ou moins luxueuses, une maison particulièrement très luxueuse à partir de l'époque romaine tardive. Et donc c'est un quartier résidentiel qui permet vraiment d'avoir une idée assez précise de la façon dont les gens vivaient dans le centre-ville de Petra, donc entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle après. Et c'est une fouille suisse qui a eu lieu, et j'ai eu l'occasion d'étudier des sédiments prélevés lors de la fouille et de récupérer les végétaux qui étaient conservés à l'intérieur de ce sédiment. Et donc là, je vous ai mis quelques photographies qui illustrent le travail que j'ai pu mener. Donc on tamise le sédiment pour récupérer les éléments vraiment minuscules, donc graines, bois, charbon de bois, fruits, la plupart du temps fragmentés et surtout brûlés. Parce qu'on est dans une zone aride, effectivement, mais il pleut quand même un peu. Et cette activité humide et bactériologique ne permet pas de préserver les végétaux. Donc ceux qui sont préservés le sont parce qu'ils ont été brûlés. Et donc on retrouve comme ça, 2000 ans après, des végétaux sur les sites archéologiques. Et donc en tamisant ces sédiments, on récupère les végétaux, et puis ensuite on peut les identifier, et puis essayer de réfléchir sur leur signification, la signification de leur présence sur le site, et quelles informations cela peut nous donner sur l'évolution de la végétation et le rapport entre les sociétés et les plantes. Donc là, en l'occurrence, comment les habitants du quartier des Alentours utilisaient le milieu végétal à leur disposition, et quelles sont les cultures qui ont pu être mises en place. Une question effectivement qui se pose quand on regarde cette photographie, quand on lit le livre ou qu'on connaît un petit peu la région, c'est comment les populations ont pu subvenir à leurs besoins pour se nourrir, pour se chauffer, pour se vêtir, pour avoir de la lumière quand il fait nuit, dans un environnement qui paraît a priori plutôt aride. Et une particularité de Petra, c'est d'être dans des terrains très escarpés. Donc pour installer des cultures, il y a des obstacles dont il faut savoir s'affranchir. Et donc tout ça, ce sont des questions qu'on peut aborder par l'étude de ces végétaux. Et donc les végétaux du quartier des Alentours nous donnent des informations sur ces questions. Et pour vous donner brièvement un aperçu sur la diapositive suivante. Donc on a pas mal d'informations sur les cultures qui ont été mises en place dès les premiers temps de l'occupation du quartier des Alentours. Et ce qu'on trouve beaucoup, ce sont des restes de céréales, différents types d'orge, des blés nus, notamment du blé dur, c'est celui qu'on utilise actuellement pour faire les pâtes, ou du froment aussi, le blé qu'on trouve couramment de nos jours. Et ça, on le retrouve dès que les populations se sont installées dans ce quartier, et puis ça perdure durant les siècles suivants.
On trouve aussi mention de fruitiers, l'olivier, la vigne, le figuier. Et l'olivier, il est présent dès le début de la période, et puis on sent que sa présence s'intensifie au fur et à mesure de l'urbanisation du site. Et ce qui pourrait montrer donc une importance grandissante de ces cultures au sein de la cité, et donc liée probablement à une exploitation oléicole et viticole sur le site. On trouve également d'autres plantes cultivées, des légumineuses comme des pois, des lentilles, beaucoup aussi, donc qui nous montrent que les habitants des entours avaient accès à un panel de plantes alimentaires variées qui pouvaient répondre à leurs besoins en tant qu'humains, puis également pour la nourriture animale. Et face à ces photographies qui vous montrent quelques exemples des plantes qu'on peut trouver dans les sédiments archéologiques, je vous ai mis en face des exemples actuels d'utilisation de plantes similaires. En fait, ce qui est assez amusant, c'est de voir qu'en 2000 ans, l'alimentation de base change assez peu. Alors depuis la découverte de l'Amérique, on a évidemment la présence de plantes américaines, mais on retrouve les mêmes céréales, les mêmes fruitiers qui sont là bien avant d'ailleurs l'arrivée des Nabatéens et qui sont là durant les siècles suivants. Ce qu'on retrouve également dans les sédiments archéologiques, ce sont toutes les plantes sauvages qui poussaient naturellement sur le site et qui étaient utilisées comme bois de feu. On a une photographie qui illustre ici une utilisation de plantes locales pour un bois de feu improvisé sur le site de Petra, et qui nous permettent d'avoir une vision de ce qui pouvait pousser sur place et l'évolution également de cette végétation. Et encore une fois, on note la plupart du temps la présence de plantes qui poussent encore actuellement et qui montrent a priori assez peu d'évolution au cours du temps. Alors, parce qu'une question qui se pose, c'est est-ce que l'occupation de Petra a pu avoir un impact vraiment fort sur l'évolution de la végétation? Alors, on n'a pas encore les éléments pour répondre vraiment précisément à cette question, mais on voit que la végétation, en gros, a assez peu bougé. Ce qui est assez intéressant, en revanche, c'est que dans les niveaux les plus tardifs, les niveaux romains tardifs, donc on se trouve au IVe siècle après Jésus-Christ, dans les échantillons archéobotaniques, on a une image assez variée de la végétation et plutôt exotique, humide. On retrouve énormément de plantes associées à des répicives, à des milieux humides, des saules, des peupliers. On retrouve également des réseaux de taxons fruitiers comme des noyers, des pêchers, des abricotiers, ce qui pourrait montrer qu'à cette époque, les systèmes d'irrigation sont vraiment parfaitement au point et permettent la mise en culture de ces plantes sur le site de Petra sous forme de jardin, dont il est très mention d'ailleurs dans les sources historiques. Strabon, par exemple, mentionne la présence de jardins irrigués, et ce qui est d'ailleurs bien décrit également dans le livre. Donc voilà, ces végétaux, l'étude de ces végétaux montre bien que les populations de Petra ont tout ce qu'il faut sur place pour répondre à leurs besoins en nourriture, en bois de feu, et qu'il y a une utilisation assez optimale des ressources végétales présentes sur le site, et que ces ressources végétales évoluent aussi en fonction de l'urbanisation de la ville. Quelque chose qui a fait écho aussi dans le livre d'Émeric, je vais prendre mes petites notes, c'est que
à un moment, il est fait question effectivement de Pétra comme ville caravanière à la croisée de routes commerciales importantes dans l'Antiquité et encore actuellement. Et donc je lis le passage. Et Pétra, enfin, carrefour alors de toutes ces routes et caravanes. Pétra encore a mêlé les langues et les épices, l'orge et l'engrain, la gomme et l'acacia, la myrrhe et l'encens, les poudres de santal, les perles, le corail et de l'or aussi. De l'or contre des soies des Indes, du cuivre de l'Araba ou du bitume brun de la mer Morte qui servait à calfater les coques et les bordages des galères et que les Égyptiens utilisaient pour embaumer leurs morts. Donc effectivement, on sait que Pétra était une ville caravanière importante, une ville où l'activité commerciale était également jouait un rôle important. Alors moi, je vous ai parlé que de plantes sauvages, de plantes cultivées localement, mais lorsque j'ai commencé les études sur Pétra, c'était au début de ma thèse, et j'avais dans la tête ces notions-là de Pétra comme ville caravanière, et je m'attendais vraiment à trouver des choses incroyables, exotiques, et qui pourraient parler de ce commerce nabatéen. Malheureusement, ou non, c'est comme ça, j'ai pas trouvé énormément de données qui permettent de parler de ce commerce caravanier, sur le site de Pétra, du moins. Mais en revanche, je voulais finir en vous parlant d'une fausse découverte, si on peut avancer. Voilà. Alors c'est quelque chose qu'on a trouvé dans le quartier des Alentours, et donc je peux pas parler, c'est même pas publiable parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire, mais je me suis dit que c'était une bonne occasion d'en parler aujourd'hui. Donc c'est ça là. Là il y a une photographie, puis il y a des dessins au-dessus. Il y avait différentes faces, ventrale, dorsale et puis de profil. Et quand on a trouvé ça avec ma collègue Sergata qui est de l'université de Zurich, dans des échantillons de terre donc, où ont été trouvés les restes de céréales effritées dont je vous ai parlé, on a pensé avoir affaire à un grain de café. Alors, je ne sais pas si vous trouvez que c'est plausible, mais en tout cas, nous, on trouvait ça assez plausible, et puis on l'avait montré à des collègues archébotanistes qui étaient d'accord aussi. C'était un grain de café, et donc on avait là la première mention de consommation de café du monde. Mais en fait, donc, comme c'était assez excitant et que c'était plausible parce que le café vient d'Éthiopie, enfin, l'espèce Coffea arabica, ça pousse naturellement en Éthiopie, et ensuite ça s'étend à partir du Yémen. Mais on connaît très mal l'histoire du café, et la première mention dont on a connaissance, c'est une mention écrite qui date du XIVe siècle après Jésus-Christ. Et ça n'a jamais été retrouvé pour l'instant sous forme fossile dans les échantillons, donc bon, c'était plausible. Et donc on a continué nos recherches, mais comme la découverte était quand même assez exceptionnelle, il a fallu vraiment être certain qu'il s'agissait bien de café. Et vous vous doutez bien qu'en poursuivant nos investigations, on s'est aperçu que ça n'était pas du café. On a même été jusqu'à faire des scans de la graine, ça s'appelle de la tomographie, pour voir l'intérieur et comparer avec du café moderne, brûlé, tout ça. Donc ça n'en était pas, et pour l'instant on ne sait toujours pas ce que c'est, mais ça continue à nous faire rêver. Voilà. Merci Charlène. Donc il est vrai que ce qui peut intriguer lorsqu'on arrive à Pétra aujourd'hui, c'est que finalement aujourd'hui, bon, Pétra n'est plus habitée, mais surtout a très peu de culture, et on se demande justement comment dans l'Antiquité une cité aussi grande, composée de milliers d'habitants, a pu subvenir à ses besoins. Et tu l'as bien démontré, donc grâce à l'ingéniosité des Nabatéens et à ces systèmes d'irrigation, ils ont réussi à établir de véritables cultures qu'aujourd'hui, malheureusement, nous ne pouvons plus déceler, et nous pouvons juste avoir les quelques arbres cités dans l'ouvrage d'Emeric. Donc en particulier ces lauriers roses que l'on trouve dans les lits des wadis. Est-ce que les intervenants ont quelque chose à rajouter sur la roche, l'eau ou les végétaux? Non?
passer au thème suivant. Non, je veux bien, oui, on va faire une rapide transition, justement. J'aimerais revenir sur le laurier rose, parce que, comme tu l'as dit toi-même, ce que tu trouves dans les végétations antiques est souvent en partie proche de ce que tu trouves, ce qu'on trouve dans les végétations actuelles. Donc il y a quelque chose de surprenant à ce que le laurier rose, qui n'est pas envahissant, mais qui est très présent, comme l'a bien vu Émeric, bien sûr, ne soit pas représenté. Alors tu dis, bon, ça ne se mange pas, en effet, il vaut mieux ne pas, mais ça brûle assez correctement malgré tout. Donc assez logiquement, dans les assemblages de charbon de foyer, tu pourrais en retrouver. Mais est-ce que l'absence dans les foyers ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, c'est-à-dire qu'on l'éradiquait? Parce que ça a une particularité, le laurier, rose ou pas rose, le laurier cerise, le laurier sauce aussi, de pousser fort bien, mais de tirer énormément d'eau. Donc dans une économie, dans des systèmes d'aménagement dont on ne parle pas beaucoup ce soir, mais qui sont très importants à Petra, où on cherche à éviter de gaspiller la moindre goutte d'eau, est-ce que c'est une possibilité qu'une sorte d'éradication, d'élimination de plantes trop consommatrices d'eau, sans utilisation économique vraiment intéressante? Ou est-ce que c'est vraiment trop extrapolé? Peut-être. Pour Petra, je pense qu'on n'a pas encore les moyens d'y répondre parce qu'on n'a pas assez de données là-dessus, d'échantillons. Mais s'il y avait éradication, ce serait envisageable qu'ils puissent quand même l'utiliser, au moins pour se chauffer, enfin comme combustible. Dans ce cas, on le retrouverait dans les échantillons. Donc, justement, le fait de l'éradiquer ferait qu'il serait préservé et qu'on le retrouverait dans les assemblages. Mais non, c'est assez intriguant. Et c'est pas que sur le site de Petra, c'est ailleurs où on en retrouve un tout petit... Bon, à Petra, on n'en retrouve pas du tout, mais il y a peut-être un problème de méthodologie, du fait de peu d'échantillons disponibles. Sur les autres sites plus étudiés, on en retrouve quelques fragments. C'est assez... Non, j'ai pas de réponse directe.